Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment sur France 3 Corse Via Style. Évidemment, nos ancêtres, les Gaulois. Cette formule, prononcée par Nicolas Sarkozy, a enflammé le débat public. Et vous avez certainement dû voir cette vidéo de François Mitterrand lors d'un discours à la Sorbonne, lui répondant avec 29 années d'écart. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, J'adore. un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment le décryptage de la communication politique. Nous sommes en 1987, à la fin de son premier mandat, et François Mitterrand est naturellement candidat à sa réélection. Il inscrit son histoire dans un grand récit national. Lui-même va le qualifier de France unie. Avec nos ancêtres, les Gaulois, c'est une autre forme de communication politique. Nicolas Sarkozy n'est pas président de la République. Il concourt à la primaire de son parti, les Républicains. Il s'adresse avant tout à la droite, voire même à la droite de la droite. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Alors, il inscrit son récit dans ce que les observateurs attentifs de la vie politique appellent la droitisation de la société. Nous ne sommes plus dans la France unie, celle d'un président au-dessus des partis politiques. Et d'ailleurs, c'est dans cette même optique que Nicolas Sarkozy a répété ses propos hier soir au dîner annuel du journal très conservateur Valeurs Actuelles. Alors, un coup de com', une conviction personnelle, une méconnaissance de l'histoire de France. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy continue à cliver la société française et oblige les autres candidats à venir sur son terrain de jeu. Les titres de votre 20h. L'école forme-t-elle encore des élites ? Le regard de l'historien Paul Tourki-Dourian et de l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. Journaliste, il fait de la Méditerranée son territoire d'investigation. Thomas Brounel est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Thomas. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bienvenue. C'est un honneur. Pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi aussi, c'est un honneur d'être là. Journaliste à RCFM, évidemment, vous continuez à traiter de la politique, du sport, de la culture. Vous avez animé des débats de société à la télévision sur notre chaîne, on s'en souvient, c'était le magazine Horizonte. Aujourd'hui, l'info, c'est en Méditerranée pour vous. Deux émissions, Cantara et Méditerradio, avant d'évoquer la spécificité de chacune d'entre elles. Est-ce que cela a changé votre regard de journaliste sur le traitement de l'information ? Ça a changé, ça va bien plus loin que ça. Ça a changé ma vision des choses, mon approche des gens. Et je me suis aperçu que j'avais des lacunes, énormément de lacunes, parce que lorsqu'on côtoie d'autres cultures quotidiennement, comme je le fais avec ces deux émissions, eh bien, on réalise que la Corse n'est ni le centre du monde, que mon petit nombril n'est pas non plus le centre du monde, et qu'il faut partager, et il faut se connaître. Et c'est ça, je crois que c'est l'ignorance de l'autre, la méconnaissance de l'autre qui fait qu'on arrive à des extrêmes. Et de faire connaissance, de refaire connaissance avec les gens qui habitent au sud de la Méditerranée, à l'est ou à l'ouest, c'est d'une richesse inouïe et ça vous fait voir les choses complètement différemment. Et vous avez arrivé à ouvrir des perspectives, y compris pour la Corse. Ce qui est intéressant, c'est de croiser les thématiques, c'est ça ? Complètement. Parce que la Corse, c'est une poste avancée de Radio France en Méditerranée. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas traiter la Méditerranée en étant dans cette situation stratégique, je dirais même géopolitique, parce qu'on est au centre. On est au centre.
Donc, il y a cette émission qui est sortie de l'imagination de Pierre Marie, que je salue, et qui a été au centre de tout et au départ de tout, qui a créé ces 2 émissions. C'était un pari à l'époque où, c'est vrai que on peut dire que c'est une actualité politique qui est toujours tendue au sud de la Méditerranée. Mais c'est vrai que ça s'est accentué, c'est devenu dramatique, et on vit en ce moment une période noire de l'histoire de l'humanité. Et on s'est dit, mais est-ce que ça va tenir la route par rapport à ce qui se passe actuellement ? Et en fait, ça a renforcé encore plus les liens. Et on s'aperçoit que nos frères, qu'ils soient du sud, de l'ouest ou de l'est de la Méditerranée, partagent les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur et en avant chaque semaine dans ces 2 émissions. Et ce qui est intéressant, c'est le regard journalistique des personnes qui travaillent avec vous, qui vivent dans le pourtour méditerranéen. Ça vient nourrir votre réflexion. Complètement. Ce ne sont pas des envoyés spéciaux que l'on voit une semaine dans un hôtel faire un reportage dans un pays en guerre. Ce sont des gens qui vivent. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont nés pour la plupart, et qui on nous déchiffre un peu cette actualité-là. On a souffert, nous, de ça. Lorsque l'actualité encore, c'était chaud. On nous envoyait des envoyés spéciaux de Paris qui traitaient l'actualité, qui repartaient, mais sans connaître vraiment le fond des choses. Et là, on a aussi cette richesse, c'est un mot que je vais employer souvent parce que c'est un peu la base de tout, d'avoir ces témoignages de personnes qui travaillent et qui vivent sur les territoires. Richesse, diversité des regards, c'est le cas pour Méditerranée. Alors, c'est chaque vendredi à 12h30, évidemment, sur RCFM. Et sur la RAI Sardaigne et sur la RAI Sicile. Donc, on est 3, les 3 îles. C'est la radio des 3 îles. Et on est même 4 une fois par mois parce qu'il y a l'île de Malte qui vient avec nous pour parler aussi de l'actualité. Et là aussi, la Sardaigne. Mais la Sardaigne, on y va presque à la nage. Et on a toujours tourné le dos à la Sardaigne. Il y a très peu d'échanges, même actuellement. Culturellement, il y en a très peu. Commercialement, on va faire ses courses là-bas parce que c'est moins cher, mais ça ne fait pas une économie. Politiquement, on commence. On s'est aperçu que finalement, peut-être, en regardant un peu plus bas, ce serait peut-être un peu mieux de s'unir. Alors, on voit qu'on va en Sardaigne, on va aussi aux Baléares. Et nous, on est allés en Sicile. Et ces 3 îles, avec des gens qui font l'actualité avec moi, mais qui sont des gens merveilleux. Vito Bolchin, qui est en Sardaigne, et Salvatore Cosimal, qui est en Sicile, qui a été, pendant les années de plomb de la Sicile, spécialiste de la mafia, et qui vivait avec Falcone et Borsellino, les juges anti-mafia, et qui changeait d'appartement tous les soirs parce qu'il était menacé. Cet homme qui est fabuleux, donc apporte aussi son expérience, sa vision des choses. Oui, et vous vous nourrissez de tout ça. Alors ça, c'est Méditerranée. Il y a le regard de ces journalistes. Cantara, c'est une autre émission avec sa spécificité également. Beaucoup plus compliqué à organiser parce que souvent, je vous donne dans l'ordre. Alors, ça commence par l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et la Corse. 6 pays, et la Corse qui représente la France. 6 pays, 5 avec des femmes. Ce sont des journalistes femmes qui travaillent avec moi dans tous les pays. Donc le but, c'est chaque semaine, on enregistre une émission dans des conditions qui sont compliquées, mais qu'on fait quand même, avec des reportages de l'actualité du moment de chaque pays. Et si ça en vaut le coup, mais ça en vaut toujours tout le temps le coup, il y a une intervention en direct de la journaliste qui commente et qui apporte un peu plus à ce reportage qu'elle vient de faire. Et ça aussi... on est à côté, on ne se connaît pas. Là, il y a des choses qui interviennent. Par exemple, le gouvernement des femmes a été mis en place en Égypte. Pour nous, ça peut nous faire sourire parce que c'est un gouvernement qui est consultatif. Mais c'est énorme comme pas en avant en Égypte que les femmes aient des ministères, même si c'est consultatif. Mais elles vont travailler avec le ministère, le gouvernement politique qui est en place. Ça, c'est rien pour nous. Mais pour eux, c'est énorme et il faut le faire partager. C'est l'enthousiasme. En Tunisie, c'est pareil, etc., etc. Alors, Thomas, il va falloir venir dans cette émission et le faire partager, justement, sur des questions géopolitiques en Méditerranée. On fait le pari que vous allez revenir dans cette émission, notamment sur les séquences débat. Alors, je vais rappeler, Méditerranée, c'est chaque vendredi à 12h30 et sur la RAI. Et sur la RAI Sicile, RAI Sardaigne. À 12h30. Et Cantara, c'est un potentiel de 300 millions d'auditeurs. Je ne dis pas qu'on les a tous. Parce que l'émission est transmise en direct. Non pas en direct, en différé, mais à la même heure sur les 5 chaînes, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Espagne. Voilà. Et pour montrer, pour finir, l'importance de cette chose, je pars en Italie, à Matera, qui sera la capitale de la culture pour l'Italie l'année prochaine, à côté de Bari, où il y a le festival et la fête de Rai 3, qui nous a invités à faire des émissions en direct en public parce qu'ils ont saisi l'importance de cette démarche-là. Et là, on en est très fiers. Voilà. Des émissions de service public pour le service public, c'est important.
Hein, c'est-à-dire qui essentiel, réunit ouais. toutes les radios et télévisions de service public du bassin méditerranéen. Alors, je répète, Méditerranée Radio chaque vendredi à 12h30 sur RCFM et Cantara le samedi à 13h sur RCFM. Bravo Thomas. Et je fais le pari que vous allez revenir sur le plateau de Pendant le 20h. C'est acté. Merci beaucoup, mon cher Thomas. À bientôt. Chaque soir, vous le savez, elle décrypte l'actualité des réseaux sociaux. C'est la séquence Inès décrypte. Bonsoir ma chère Inès. Bonsoir. Comment vas-tu? Moi, ça va, très bien. Par contre, tu crois qu'on peut y aller là? Personne ne nous écoute. J'ai comme l'impression d'être observée. C'est ça, de la paranoïa qui commence Un à se mettre en petit peu. place. Ah, c'est bien joué. Parce que tu t'es intéressé justement aux théories de complot qui voient le jour très rapidement après un événement médiatique sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais tu me diras qu'en fait, si j'étais vraiment adepte de la théorie du complot, je n'aurais pas de doute. Parce que ce qui sépare en fait quelqu'un qui se pose juste des questions sur l'actualité et un conspirationniste, c'est que lui, il détient la vérité. Il sait. Et à chaque, évidemment, actualité, sa conspiration. Oui, alors du coup, je t'en ai choisi deux. Le séisme en Italie de magnitude 6,0 selon l'Institut national italien, mais de 6,2 dans la presse internationale. Une falsification du gouvernement pour ne pas avoir à indemniser les victimes. Et alors là, c'est mon préféré, le malaise d'Hillary Clinton lors d'une sortie le 11 septembre dernier. En fait, le double qu'elle utilise pour cacher son réel état de santé ne devait pas être disponible ce jour-là. Sous le hashtag Hillary's Body Double, on ne se moque pas. Zoom façon les experts Miami à l'appui. Ces théoriciens du complot veulent nous faire croire qu'elle utilise un sosie. Alors restons sur la date du 11 septembre et évidemment les événements tragiques. 15 ans après les attentats du World Trade Center, les théories du complot continuent d'envahir la toile. En fait, elles n'ont jamais cessé de se multiplier sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, aujourd'hui, deux théories se dégagent. D'un côté, certains assurent que le gouvernement était au courant. Le but, c'était de maintenir Bush au pouvoir. Et d'autres vont encore plus loin en disant que c'est le gouvernement américain qui a organisé ces attentats. Et alors là, cerise sur le gâteau du complot, Donald Trump a promis que s'il était élu, il révélerait le nom de ceux qui ont vraiment fait tomber le World Trade Center. L'art du teasing, quand même. Mais tu reviendras sur Donald Trump, évidemment. Évidemment. Alors, Internet joue un rôle clé dans la diffusion et la propagation même de fausses informations. Mais sur la toile, en fait, c'est magique. Tout s'explique. Bon, alors, à base de rumeurs et de photos truquées, mais quand même. Enfin, pour autant, il faut comprendre que ces adeptes de la théorie du complot ne sont ni fous ni idiots. Leurs techniques argumentatives sont bien rodées. Par exemple, on peut prendre un petit détail pour l'accentuer, ou on peut vous refourguer le très bourratif millefeuille argumentatif, ou alors, autre chose, on peut faire un petit cocktail entre de vrais faits et des suppositions sans distinction. Oui, mais comment, alors, très honnêtement, essayer de démonter, parce que c'est pas facile, j'imagine, ces redoutables, ces redoutables théories du complot, cette redoutable rhétorique même. Mais en fait, c'est difficile de leur opposer des faits sans qu'ils se sentent, en fait, sans qu'ils pensent qu'on essaye de leur forcer une vérité officielle. Parce qu'ils ne sont pas dupes, Philippe. Et là, institutions et médias nous mentent. Alors en fait, il ne faut croire personne, sauf eux. Il y a le fameux « les médias nous mentent ». Voilà. Merci beaucoup, ma chère Inès. T'en prie. À très vite. À très vite. Notre débat du soir oppose l'historien Paul Tourki-Dourian à l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. L'école forme-t-elle encore des élites ? Bonsoir, messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Et bonsoir, Philippe. Bonsoir Philippe. Bienvenue, Philippe. C'est votre première. Oui. L'école forme-t-elle des élites ? Avec vous, on tombe presque sous le sens, enseignant, éditeur. Paul, on vous connaît, vous débattez depuis quelques semaines maintenant dans l'émission. Paul Tourki-Dourian, historien. Alors, égalitaire, nivellement par le bas, les réformes successives, vous le savez, de l'école ont souvent clivé la société. D'après vous, mon cher Philippe, je vais commencer par vous, l'école forme-t-elle encore des élites ? Ça va être peut-être paradoxal, mais j'espère que oui. Parce qu'il faut, comme pour l'islam et l'islamisme, ne pas penser élitisme, parce que dans la réforme de l'abandon, notamment des langues anciennes, on a plus entendu non à l'élitisme. Mais heureusement que l'école forme une élite. Je ne vais pas vous donner le classement qui recule chaque année de l'OCDE ou de PISA, mais le but quand même de notre école pendant 15 ans, de la maternelle jusqu'au bac et pour les former à la suite, c'est quand même qu'il y ait une élite intellectuelle et citoyenne.
Voilà. Alors moi, je vais le donner, Philippe, l'enquête PISA, évidemment, qui a évalué le niveau scolaire des élèves âgés de 15 ans dans les 34 pays de l'OCDE. Les résultats sont assez terribles d'ailleurs pour la France, que la France est le pays européen le plus affecté par le déterminisme social. Et cela se traduit par une dégradation du niveau de tous les élèves, y compris les meilleurs. Et oui, parce qu'on dit dans la dernière réforme du collège, les EPI, etc. Réforme de Najat Vallaud-Belkacem, notre ministre. On dit c'est la première réforme depuis 40 ans. L'erreur, le fruit était déjà vérolé, parce que c'était le collège unique. À partir du moment où on ne réforme pas cette unicité, cette uniformité du collège et qu'on fait des réformettes, ou qu'on a un discours idéologique et social, d'un côté, on nous dit qu'il faut que les élèves améliorent leurs résultats, mais on voit bien qu'il y a 20% d'élèves qui entrent en 6e sans savoir lire, écrire et compter, et pareil pour la seconde. Ouais. Et d'un autre côté, on diminue les horaires disciplinaires. Je ne vais pas jouer le rétrograde, mais il y a quelque chose, il y a une ambiguïté qu'il faut nous faire comprendre. Sur cette ambiguïté. Paul, l'historien également, est-ce que selon vous, l'école fabrique, pour reprendre une vieille expression, fabrique encore des élites ? Alors bon, à la notion d'élite, il y a bien entendu, bien évidemment, la notion d'excellence depuis l'Antiquité. L'élite, ceux qui sont élus, qui sont reconnus comme étant excellents parmi les autres. J'ai pas l'impression justement que l'école continue à fabriquer des élites. J'ai l'impression qu'elle a tendance à renouveler des castes. Alors des ouvriers plus qualifiés que d'autres, et puis les castes sociales plus élevées qui vont être vouées à reproduire encore une fois la caste ou de leurs parents, ou enfin en tout cas de leurs mentors. Donc on est vraiment on transforme l'école en une usine à fabriquer et à renouveler des castes. On le voit très bien dans les chiffres que vous énonciez précédemment, qu'il n'y a pas d'ascenseur social, en tout cas par l'école, que les hautes études n'amènent pas forcément une amélioration de la condition sociale, ce qui n'est pas forcément une première tout au long de l'évolution de l'école dans l'histoire, mais qui en tout cas s'aggrave. Donc ce qui veut dire que quelque part, il y a un problème, il y a un décalage, effectivement. Alors, le côté des heures disciplinaires est révélateur, c'est qu'on a tendance à substituer l'enseignement, enfin les parents surtout, à substituer l'enseignement à l'éducation. Et je pense que la problématique réelle, effectivement, elle se porte sur cette réforme. Alors, on va un peu l'expliquer, Philippe. Oui, alors les EPI, c'est-à-dire l'éducation par pratique et interdisciplinaire, permettrait effectivement de faire travailler plusieurs professeurs ensemble, de ne pas faire que du disciplinaire, des maths, du français ou de l'histoire. Le problème, parce que j'ai beaucoup interviewé mes camarades du secondaire premier degré, c'est-à-dire le collège, et ils sont mal formés, ils ne sont pas préparés. Il y a peut-être 10% qui sont très contents de faire autrement parce que ça les renouvelle leur pratique. Mais la réalité, une fois de plus, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs et qu'on maquille. Donc c'est idéologique. On dit on va enlever des heures du disciplinaire pour faire des choses multiples. Et finalement, c'est du globi-boulga, parce qu'il y a 10% de gens qui sont investis, 80% qui le font parce qu'il faut le faire, et 10% qui sont complètement opposés. Et ça ne change pas la donne, puisque comme je rebondis sur ce que disait Paul, on est toujours à 7% d'ouvriers qui arrivent à l'université, on va dire avec les paysans et les fils de chômeurs, on est à 10%. Il y a 80% de la classe moyenne, et la caste supérieure, reproduit effectivement l'élite, ça c'est Bourdieu. C'est-à-dire qu'elle sait très bien donner des cours particuliers. La démocratisation désenchantée, c'est ça. Oui, elle donne des cours particuliers. Mes enfants, dans les écoles privées, on le sait très bien. Elle continue, ils sont très rares. J'ai regardé le CSP++, comme on dit à la banque, les catégories socio-professionnelles, cadres et cadres supérieurs des latinistes du lycée. Eh bien, vous voyez qu'il y a 75% de cadres et de cadres supérieurs qui ont mis leurs enfants en latin. Et puis voilà. Alors le latin, c'est pas rétrograde. Ça permet de mieux comprendre sa langue, le latin et le grec. On va y revenir sur les langues anciennes. Non, effectivement, il y a une problématique, c'est que cette différenciation entre caste et élite, elle est basée sur la différence entre envie et admiration. C'est-à-dire que l'excellence, normalement, l'élite doit appeler l'admiration et donc à se surpasser, à douter de soi-même, c'est un petit peu la philosophie grecque antique, à douter de soi-même pour se dépasser, travailler sur soi-même et s'améliorer. Et là, en l'occurrence, on est plutôt dans l'envie que dans l'admiration. Donc il y a une forme de prédation. On s'aperçoit les inscriptions dans les écoles privées en France augmentent, ou en tout cas les demandes d'inscription, puisque les places restent quand même malgré tout limitées. C'est qu'on a toujours cet objectif de vouloir s'échapper de sa classe sociale sans pour autant s'en donner les moyens de manière familiale ou intime. C'est-à-dire quelque part, on passe le bébé à l'école elle-même fait de l'occupationnel, et il y a une rupture totale entre l'enseignement et l'éducation. Je ne vais pas reprendre Victor Hugo, l'enseignement c'est l'école qui la donne, l'éducation c'est la famille.
Juste pour qu'on comprenne bien aussi cette réforme qui est très décriée, soyons clairs. Alors, il y a les EPI, vous l'avez dit, Philippe, c'est un des axes importants, mais il y a aussi cette question des langues anciennes. Je sais qu'elle vous tient à cœur, cette question des langues anciennes. Est-ce qu'on assiste à la disparition ou pas, clairement, Philippe, des langues anciennes, de l'enseignement des langues anciennes? Techniquement, oui, puisque ce n'est plus conçu au collège comme une discipline avec des horaires précis, mais ça fait partie d'un des 8 pôles, choisis ou pas par nos collègues du collège, qui sont intéressés ou pas au maintien de la langue, à l'étymologie et à ce que reste encore cette longue tradition. Quand même, c'est des langues qui sont enseignées depuis 2000 et 2500 ans. Il ne faut pas oublier ça. Et que ça forme quand même à comprendre les langues de la Méditerranée, puisqu'on en parlait. De toutes les langues romanes, du roumain en passant à l'espagnol, du corse, du sarde, de l'italien en passant par toutes les langues que vous connaissez, l'occitan actuellement, le catalan, etc. Et que c'est contre-productif, c'est tout. C'est une dilution, c'est ça. Oui, il y a une dilution jusqu'à une disparition. C'est-à-dire que c'est un faux problème. Ce n'est pas contre l'élite, Paul l'a bien expliqué, c'est contre un faux élitisme. Ce serait élitiste de faire du latin et du grec. Foustre, d'une part. Et d'autre part, en 5e, il y a une deuxième langue vivante. Très bien, ils ne savent pas lire le français ni l'écrire. Ils connaissent à peine l'anglais, en général. Et après, ils font une troisième langue, donc deuxième langue vivante, qui serait, ici le corse, bien sûr, première ou deuxième langue. Et tout d'un coup, ça marcherait comme ça. Alors, ne parlons pas des langues rares, telles que l'arabe, Madame la ministre, aussi bien au collège qu'au lycée, que le russe, que le chinois, qui sont des langues d'apprentissage complexes. Alors, au fond, est-ce que le vrai problème en France, dans cette fabrique des élites, je reprends cette expression, dans cette fabrique des élites, que doit être ou pas l'école? Est-ce que c'est pas la question du collège unique? Vous l'avez dit un petit peu, la loi Haby, c'est ça le collège unique, ça date de 1975. C'est cette idée du collège pour tous. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette idée? Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, même cette réforme. Je ne suis pas vent debout contre. Je dis simplement qu'on pose, c'est ce que m'ont dit aussi mes collègues, on pose un cadre idéologique sur une réalité. Allez voir la réalité. Et on l'applique, c'est ça. Et oui, et c'est-à-dire que tous les élèves dans le même moule, ce ne sont pas, c'est pas la meilleure façon de faire. Très rapidement, Paul. Encore une fois, je crois qu'il faut rendre effectivement l'enseignement aux enseignants et qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'avoir une politique justement d'éducation qui se fait au jour le jour quelque part, en essayant d'appliquer des grandes idées à la limite du bisounours, du collège unique, de la frange médiane, on tire le haut vers le bas vers le milieu plus ou moins flou. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir une vraie ambition, et cette ambition, elle doit passer aussi par l'implication des familles dans le processus éducatif, et donc de fait il va falloir avoir un plan sur du long terme, du très long terme, mais un plan pour une fois qui serait intelligent, adapté, et en consultant bien évidemment les enseignants qui souffrent autant que les élèves. Enfin, c'est une prison où les geôliers et les pensionnaires se confondent, victimes tous du même système kafkaïen de l'enseignement public. Le système kafkaïen, c'est un terme qui correspond bien, je crois. C'est ça. Alors, vous savez le principe de cette émission, nous confrontons les opinions, en tout cas, on interroge la société, il y a le regard de l'historien Paul Tourki-Dorian, et il y a le regard du praticien, est-ce que je dois le dire comme ça, le praticien Philippe Olivier, l'enseignant et éditeur également. La règle de cette émission, 40 secondes pour vos arguments. L'école forme-t-elle encore des élites? C'est avec vous, Paul, que je commence. Alors l'école, pour moi, ne fabrique pas des élites, bien évidemment, elle fabrique des castes. Si maintenant je dois adresser un message pour convaincre, j'ose espérer que certains parents, ou en tout cas une bonne partie des parents, comprendront qu'il faut donner l'envie et le goût à leurs enfants de se dépasser intellectuellement pour devenir eux-mêmes des élites, c'est-à-dire des exemples. Voilà. Pour qu'ils puissent à leur tour perpétuer ce goût et cet amour de la connaissance, de la découverte, de la formation, etc., pour qu'enfin on assiste à l'émergence d'une vraie élite, je dirais intellectuelle, parce que là où ça devient inquiétant, c'est qu'aujourd'hui un télo est devenu un gros mot. Oui, c'est vrai. Alors il faut le réhabiliter un petit peu, parce que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à réellement craindre. Oui, c'est vrai. C'est même suspicieux, parfois quand on dit un télo. C'est vrai, très juste, Paul. Philippe, l'école forme-t-elle encore des élites aujourd'hui? Je ne sais pas si elle les forme encore, elle devrait les former, parce que l'élite, ce sont les meilleurs, comme l'a rappelé Paul en début d'émission. C'est-à-dire qu'on peut élever le niveau moyen linguistique, dans toutes les matières, d'ouverture sur le monde, de réflexion sur le monde. On aura l'impression que toutes ces réformes, depuis la réforme Haby, forment des ilotes et des abrutis, et pas des gens qui sont plus réfléchis.
Donc après, la dernière question, c'est cette énième réforme, quid en 2017 ? Si ça change de gouvernement, la réforme sera peut-être aux oubliettes. Et on sera reparti vers une énième plus 1 réforme. Ouais. Et les enfants, là, et l'élite. Ouais. Il nous reste 30 secondes, juste. Oui. Le problème, c'est aussi que les parents ne sont pas assez associés. Vous trouvez que les parents ne sont pas assez associés, vous, l'enseignant ? Non, ils le sont et ils prennent de plus en plus de place, notamment dans les conseils d'enseignement. Non, je sens le petit rictus. Voilà, c'était juste pour terminer sur ça, Philippe. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première. Philippe, on va vous revoir pendant le 20h. Paul, merci. Nous voyons pratiquement tous les jours, toutes les semaines, évidemment, pendant le 20h. C'est ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous ce soir avec le nouveau magazine Économie de Stéphane Ouchat. Je vous le conseille, restez sur les antennes de François Corse Viastel. Et on va conseiller à Nicolas Sarkozy de retourner dans sa bibliothèque en espérant qu'il ait Astérix le Gaulois, Goscinny, Uderzo. C'est bien pour aussi comprendre le récit national. Uderzo. Merci, à très vite sur François Corse Viastel.